Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où je parle des livres en cours de lecture, ceux que j'ai terminés durant la semaine précédente ou alors ceux que j'ai commencé entre-temps, bref, ceux qui m'occupent durant mes différents moments de lecture, et toujours il y a plusieurs livres. Aujourd'hui, voilà les livres dont je vais plus ou moins parler. De fait, il s'agit quasiment des mêmes que la semaine passée. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. J'ai plutôt continué les lectures que j'avais commencées. J'ai même terminé plusieurs de ces livres. Et la lecture a ouvert beaucoup de réflexions durant cette semaine. Alors il y a des livres qui n'ont pas ouvert beaucoup de réflexions parce que j'y ai passé très peu de temps. Il y a toujours cette bande dessinée qui me résiste un peu de Xavier Dorisson et Timothée Montaigne, 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, dont je n'ai pour l'instant lu que quelques pages, mais même pas encore le début, qui évoque principalement Agamemnon. Ça commence comme ça. Vous n'en laissez pas un en vie, vous n'en laisserez pas un en vie au futur. Vous arracherez jusqu'aux bébés des ventres de leur mère, tous devront, l'écriture est un peu difficile, c'est une écriture en attaché, regardez ça si vous arrivez à voir quelque chose, qui rend ces choses plus difficiles. Donc, tous devront simplement être rayés de l'existence. Et puis ça évoque effectivement, si le sage roi de Mycène, héros de la guerre de Troie, est la mesure du bien, Agamemnon, qui pourra être celle du mal? Voilà la question aujourd'hui. Le monde semble regorgé de figures du mal. Et le monde, cette question au fond de notre rapport au monde, de notre rapport à ce qui se passe autour de nous et du sentiment de silence du monde ou même d'un monde qui va contre nous, elle est présente dans de nombreux livres sur cette question-là, de nombreux livres que j'ai lus cette semaine. Alors j'ai terminé, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, j'ai terminé les regrets de Du Bellay et les Tarahumara de Antonin Artaud. Les regrets de Du Bellay décrivent un monde qui, précisément, est un monde qui déçoit le poète. Le poète qui voit à Rome et ailleurs la réalité derrière le rite et derrière le discours. Et c'est ce qu'il exprime dans ces poèmes-là. Et puis le rite est au cœur aussi donc des Tarahumara d'Antonin Artaud. Alors sur la fin du livre, il y a des lettres qu'il écrit à plusieurs personnes, notamment à Jean Paulhan, à propos de ce livre qui peine à paraître, parce qu'il y décrit des rites assez extraordinaires, et lui-même est une sorte de personnage qui devient mythique, qui se laisse happer par ces Tarahumara et ce qui est de leur tradition, mais qui prend une dimension universelle, une sorte de fusion au monde chez Artaud, mais dans la souffrance. Mais les livres dont j'ai plus envie de parler montrent plutôt une rupture avec le monde. Le livre qui m'a le plus occupé durant cette semaine, que j'ai relu en entier, c'est dans la Pléiade d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe
un livre que j'avais lu il y a bien longtemps, qui m'avait vraiment beaucoup marqué en son temps, et qui aujourd'hui garde, en tout cas dans certains de ses chapitres, une force, une clarté dans la description du rapport de l'homme au monde qui me paraît assez difficile à dépasser. Cette idée de l'homme absurde, de l'absurde comme étant notre condition d'être au monde. Il y a une relation absurde entre nous, humains, nos attentes, nos manières de penser, de voir, de raisonner, de vivre, et le monde qui forcément sont inconciliables. Et l'absurde, il est dans ce qui coince ce silence du monde face à notre appel. Et s'il n'y avait que le monde, ce ne serait pas absurde. Si le monde nous répondait, ce ne serait pas absurde non plus. Mais ce que cherche à faire Camus, c'est maintenir à tout prix l'absurde. Nous sommes dans un monde absurde. La question qu'il pose au départ, c'est « Puisque l'absurde est notre condition, doit-on se suicider ?» Sa réponse est non. Voilà ce qu'il écrit à ce propos. Je puis aborder maintenant la notion de suicide. On a senti déjà quelle solution il est possible de lui donner. À ce point, le problème est inversé. Il s'agissait précédemment de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue. Il apparaît ici au contraire qu'elle sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. Vivre une expérience, un destin, c'est l'accepter pleinement. Or, on ne vivra pas ce destin le sachant absurde si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi cet absurde mis à jour par la conscience. Nier l'un des termes de l'opposition dont il vit, c'est lui échapper. Abolir la révolte consciente, c'est éluder le problème. Le thème de la révolution permanente se transporte ainsi dans l'expérience individuelle. Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Au contraire d'Eurydice, l'absurde ne meurt que lorsqu'on s'en détourne. L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte. Elle est un confrontement perpétuel de l'homme et de sa propre obscurité. Et Dieu sait si la part obscure de l'homme aujourd'hui est de plus en plus visible. Elle est exigence d'une impossible transparence. Elle remet le monde en question à chacune de ces secondes. De même que le danger fournit à l'homme l'irremplaçable occasion de la saisir, de même la révolte métaphysique étend la conscience tout le long de l'expérience. Elle est cette présence constante de l'homme à lui-même. Elle n'est pas aspiration, elle est sans espoir. Cette révolte n'est que l'assurance d'un destin écrasant, moins la résignation qui devrait l'accompagner. Il n'y a pas d'espoir, mais il y a révolte. Et aujourd'hui, l'état du monde, mais c'est son état permanent, selon Camus, mais l'état du monde aujourd'hui, dans tout ce qui nous parvient du bruit de bottes, beaucoup aujourd'hui du monde, eh bien, justement, ne peut que susciter la révolte. Et ce thème est développé tout au long du livre avec le raisonnement absurde, l'homme absurde, la création absurde, où il va aller chercher chez Dostoïevski, chez Kafka, chez d'autres, cette idée d'absurde. Il la trouve d'ailleurs pas vraiment. Et le mythe de Sisyphe, ce Sisyphe qui n'a aucun espoir et qui pourtant est heureux.
toute la joie silencieuse de Sisyphe, Sisyphe qui doit rouler sa pierre jusqu'au sommet d'une montagne et qui, le soir, la voit retomber et recommence le lendemain, et le soir, et le lendemain, sans fin. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. À nouveau, cette notion de destin lui appartient. Une idée de liberté. La liberté est essentielle, évidemment, chez Camus. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appel inconscient et secret, invitation de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque état minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte, elle-même, vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce bonheur de Sisyphe n'est pas si simple à atteindre. Et ce personnage qui roule sa pierre en haut de la montagne, il entre en écho avec quelques autres de mes lectures du moment. Il entre en écho avec cette question précisément de la montagne, des pierres qui s'écroulent du sommet de la montagne. J'ai terminé ma lecture suivie de d'Herborance avec le dernier chapitre où Antoine Pon retourne dans les pierres de la montagne écroulées. Tous les Sisyphes du monde se sont révoltés et ont fait s'écrouler la montagne de d'Herborance. Mais Antoine Pon y retourne. Mais il y a quelque chose qui vient peut-être changer son destin. Ce quelque chose, c'est l'amour. Et je l'ai lu déjà tout à l'heure, quand j'enregistrais ma vidéo sur le dernier chapitre de d'Herborance, mais je vais le relire. C'est un homme avec une femme. Les 5 qui étaient là avaient en face d'eux la montagne, avec ses murailles et ses tours. Et elle est méchante, elle est toute puissante, mais voilà qu'une faible femme s'est levée contre elle, et qu'elle l'a vaincue, parce qu'elle aimait, parce qu'elle a osé. Elle aura trouvé les mots qu'il fallait dire, elle sera venue avec son secret.
ayant la vie en elle. Elle a été là où il n'y avait plus la vie. Elle ramène ce qui est vivant du milieu de ce qui est mort. L'image d'Orphée et d'Eurydice, qui était présente chez Camus, est présente aussi chez Ramus, avec d'ailleurs évidemment quelque chose qui est sans doute moins absurde chez Ramus, l'amour qui sauve, une idée qui a quelque chose de chrétien bien sûr, et cette Thérèse est une croyante. Ce monde-là est un monde de gens qui sont religieux. Elle aura trouvé les mots qu'il fallait dire, elle sera venue avec son secret, ayant la vie en elle. Elle a été là, où il n'y avait plus la vie. Elle ramène ce qui est vivant du milieu de ce qui est mort. Ohé, ils poussent entre leurs mains le cri de la montagne. Ils entendent leur cri qui leur revient, et c'est que de là-haut, on leur a répondu. Une voix d'homme, une voix de femme. Et c'était elle, et c'était lui. Et c'était elle, et c'était lui. Là, je pense à une autre de mes lectures du moment. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Montaigne, les essais. Alors, j'ai lu un petit essai de Montaigne. La transition est un peu brusque, un peu brutale, mais comme une pierre qui tombe. Alors j'ai lu un bref essai de Montaigne dans cette lecture à haute voix que je fais des essais, donc qui est forcément très lente. Le chapitre 25 de ce livre 2, de Ne contrefaire le malade, où il évoque les maladies ou les fausses maladies des gens qui, pour échapper à des moments difficiles, pour échapper au monde, se font passer pour malades, et des maladies qui ne sont pas que des maladies physiques. Parce qu'il y a aussi le mal dans la tête. Ce qui me permet de revenir à la montagne et de revenir à un étrange mal, celui du Senancour de Obermann, ou plutôt du contraire, c'est-à-dire qu'on confond presque en lisant ce texte-là l'auteur et le personnage. Senancour, c'est bien le nom de l'auteur, donc l'Obermann de Senancour. On est en 1804 avec ce livre-là, alors j'en suis encore au début de ce livre, les lettres 1 à 8, voilà ce que j'ai lu, et on a un personnage qui choisit non pas la révolte comme choisissent les hommes absurdes selon Camus, mais qui choisit, comme chez Montaigne ceux qui se font passer pour malades, qui choisit la fuite vers la montagne, dans une attitude qui est proche du romantisme. Est-ce qu'on a affaire à une œuvre romantique en 1804? On est au début de cette sensibilité-là. Alors évidemment, cette sensibilité romantique, ce mal du siècle qui touche les auteurs romantiques, a quelque chose qui précède sans doute la sensibilité absurde d'un Camus. Ça n'est pas sans lien, Et il y a justement des réflexions. Alors dans ce livre, on a à la fois notre personnage qui quitte des lieux civilisés, des villes, il quitte Lyon principalement, pour se rendre dans des lieux sauvages, la Suisse, et des lieux de montagne, des lieux où il cherche à la fois la solitude, peut-être une sorte d'apaisement, et puis une réflexion. Dès que l'homme réfléchit, dès qu'il n'est plus entraîné par le premier désir et par les lois inaperçues de l'instinct, ça Camus appellerait ça l'éveil dans sa théorie de l'absurde. Toute équité, toute moralité devient en un sens une affaire de calcul.
cette idée aussi du quantitatif, la quantité plutôt que la qualité, c'est aussi dans Camus à certaines pages. Il faut vivre le plus possible. Et la prudence, c'est dans l'estimation du plus ou du moins. Je crus voir dans ma conclusion un résultat aussi clair que celui d'une opération dans les nombres. Donc c'est le moment où il décide de partir, dans la première lettre ici. Comme je vous fais l'histoire de mes intentions et non celle de mon esprit, et que je veux bien moins justifier ma décision que vous dire comment je me suis décidé, je ne chercherai pas à vous rendre un meilleur compte de mon calcul. Conformément à cette manière de voir, je quitte les soins éloignés et multipliés de l'avenir qui sont toujours si fatigants et souvent si vains. Je m'attache seulement à disposer une fois pour la vie, et moi, les choses. Je ne me dissimule point combien cet ouvrage doit sans doute rester imparfait et combien je serai entravé par les événements, mais je ferai du moins ce que je trouverai en mon pouvoir. Et donc il part. Donc il quitte sa vie pour... Pourquoi ? Pour la montagne. Et ça donne lieu à des descriptions, à des moments où il semble toucher peut-être à l'extase, souvent pas tout à fait, et le monde le déçoit. Cette sensibilité-là, là encore, je ne peux que la rapprocher de celle de Camus sur d'autres territoires. Il se trouve dans une lettre qui est la lettre 7, écrite depuis Saint-Maurice, donc dans la région du Valais. Et voilà ce qu'il écrit. Mais cette vue des sommets abaissés sous les pieds de l'homme, cette vue si grande, si imposante, si éloignée de la monotone nullité du paysage des plaines, n'était pas encore ce que je cherchais dans la nature libre, dans l'immobilité silencieuse, dans l'air pur. Sur les terres basses, c'est une nécessité que l'homme naturel soit sans cesse altéré en respirant cette atmosphère sociale si épaisse, si orageuse, si pleine de fermentation, toujours ébranlée par le bruit des arts, le fracas des plaisirs ostensibles, les cris de la haine et les perpétuels gémissements de l'anxiété et des douleurs. Mais là, sur ces monts déserts, où le ciel est immense, où l'air est plus fixe et les temps moins rapides et la vie plus permanente, là, la nature entière exprime éloquemment un ordre plus grand, une harmonie plus visible, un ensemble éternel. Là, l'homme retrouve sa forme altérable, mais indestructible. Il respire l'air sauvage loin des émanations sociales. Son être est à lui comme à l'univers. Il vit d'une vie réelle dans l'unité sublime. Ce mot sublime qui ne fonctionne plus aujourd'hui, ou ne fonctionne plus depuis Camus. Il y a un espoir qui reste là chez l'Obermann de Senoncourt, de trouver dans la nature une harmonie, une unité sublime, la nostalgie de l'unité, encore des notions que retravaille par la suite Albert Camus. Et donc, faut-il, face à la société décrite comme des émanations sociales, ou décrites même auparavant, j'essaye de retrouver cette atmosphère sociale si épaisse, si orageuse, si pleine de fermentation. On la sent aujourd'hui, cette atmosphère-là. Alors que faire ? Fuir, essayer de chercher l'unité sublime à travers la montagne, à travers
quelque chose qui transcenderait le monde, ou se révolter, la révolte sans espoir de Camus, ou désobéir. Manière de se révolter que propose Bruno Doucet dans son petit abécédaire de la désobéissance civile. J'en avais lu, je crois, les lettres A et B. La semaine passée, j'ai continué et terminé la lecture de ces petits textes qui explorent les différents aspects de cette idée de désobéissance civile qui aujourd'hui semble de plus en plus nécessaire, urgente. Désobéir devient, semble-t-il, absolument, j'allais dire obligatoire, mais il y a de ça. Mais comment désobéir? Et à quoi? Et que faire? Alors, il explore différents termes. Cabane, puis désobéissant. Écologie, bien sûr. Détruire, ce qu'il appelle la machine. Avec un livre qui donne envie, que je ne connais pas, qui s'appelle Le gang de la clé à molette, d'un certain Édouard Abbé. Alors, encore un livre à explorer, qui a l'air assez intéressant. Les faucheurs, évidemment, les gens qui sont allés faucher les champs de maïs d'OGM pour protester, ou le graffiti. Défense d'afficher, ceci n'est pas une affiche. Cédric Héroux, autre personnage qui, au nom d'une certaine humanité, a désobéi et a simplement fait venir ou aider à des personnes à entrer sur un territoire et surtout à vivre, tout simplement. Injustice, les fameux justes, ces gens qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre, des gens comme Martin Luther King, si je poursuis, ou Lysistrata, pièce de théâtre d'Aristophane. Donc cette idée de désobéissance civile est ancienne. Le manifeste des 343, des femmes qui ont désobéi pour dire qu'elles avaient avorté, à l'époque où c'était interdit, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté de revenir dans certains endroits sur ces droits-là. Obéir aux ordres. Pour la lettre O, réfléchissons à ça, obéir aux ordres. Quand désobéir? Pour la lettre O, j'ai longtemps hésité entre le verbe obéir et le mot ordre, avant de me rendre compte qu'ils fonctionnaient parfaitement ensemble. Ordre et obéissance vont souvent de pair. Il est bien rare que quelqu'un obéisse sans qu'on lui ait expressément demandé de le faire. Et tout ordre donné implique une autorité, une injonction, une directive. Écoute ton professeur. Fais ce qu'on te demande. Dépêche-toi, il se fait tard. Qu'il s'adresse à une seule personne ou à plusieurs, l'ordre est généralement formulé à l'impératif. Il ne demande ni discussion, ni altermoiement. L'obéissance est sa loi, l'application, sa raison d'être. Je lis ça le lendemain de la rencontre dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre Trump et Zelensky. Et sans doute que ce que voulait Trump, c'est que Zelensky, lui, obéisse sans discuter. Il n'a pas obtenu cela. Alors il s'est déchaîné. Tout ordre est fait pour être exécuté, toute consigne suppose une mise en œuvre. Il suffit pour s'en convaincre de lister les principaux synonymes de ces deux termes et de les associer. Le résultat est éloquent. On accepte une directive, on prend acte d'une sommation, on cède devant une mise en demeure, on se soumet à un ultimatum.
Dans tous les cas de figure, il faut obtempérer, autre mot de la langue française qui débute par un « o » et qui désigne précisément le fait d'obéir aux ordres. Au fil des siècles, la langue française a forgé maintes expressions pour désigner les attitudes physiques et comportementales des personnes qui obéissent aux ordres. On dit qu'elles courbent le dos, courbent l'échine, courbent le front. On explique qu'elles ont intérêt à filer doux, à s'incliner ou à ne pas se le faire dire 2 fois. On affirme même qu'elles marchent au doigt et à l'œil, ou pis encore, qu'elles marchent à la baguette. Il arrive pourtant que des femmes et des hommes cessent d'obéir aux ordres, qu'ils se rebellent, se révoltent, s'insurgent, qu'ils décident de se soustraire à la loi, de contrevenir à l'autorité. On dit familièrement qu'ils se rebiffent. Pour ma part, je préfère penser qu'ils sont entrés en résistance. Je refuse d'obéir. Est-ce parce que son nom comporte 2 fois la lettre O que je choisis de clore cet article sur une citation de Jean Giono ? Dans un texte écrit à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le romancier revient sur la douloureuse expérience de la guerre de 1914-1918 lorsqu'il était affecté au 140e régiment d'infanterie. Blessé à plusieurs reprises, bouleversé par la disparition de nombre de ses camarades, horrifié par ce qu'il voit au front, Giono ressort traumatisé de cet enfer. Dans le texte qu'il intitule « Je ne peux pas oublier », il explique n'avoir jamais eu le courage de déserter, mais avoue avoir maintes fois désobéi aux ordres en partant au combat, sans fusil, ou bien avec un fusil inutilisable. Il terminera la guerre sans avancement ni décoration, avec la conviction de n'avoir tué personne. Le refus d'obéissance conduit au pacifisme. Et c'est le mot suivant qui évoque la chanson de Boris Vian, Monsieur le Président, je vous fais une lettre, etc. Le pacifisme qui a son sens. Mais quand la paix est exigée à un prix trop lourd, quand la paix suppose l'humiliation et la vente d'un pays entier à ceux-là même qui l'ont injustement envahi, la paix n'est pas toujours acceptable. Alors il y a des figures de résistance qui sont évidemment aussi mentionnées, celle de Gandhi ou celle de Sophie Scholl qui résiste à Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va y jouer, y perdre sa vie. Et tous ces gens dont on a oublié le nom et qui se sont révoltés. Et Zorro, à la fin, qui défend les faibles. Voilà un petit livre de rien du tout, avec des exemples qui sont, pour certains, archi connus, pour d'autres beaucoup moins, mais qui donnent une certaine force de se dire que tout n'est pas perdu. Et il en faut aujourd'hui de la force. Alors, faut-il de l'espoir ? Camus répondrait non. Bruno Doucet, sans doute oui. Ce qui est certain, c'est que notre destin est entre nos mains. Ça oui. Voilà, c'était quelques réflexions à partir des livres que j'ai parcourus cette semaine. La semaine prochaine, il y aura peut-être cette fois moins de livres, puisque j'en ai terminé pas mal de ces livres-là, et on continuera cette réflexion.